est pris. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans l'univers des guipures. Avec Marcel, on vous dévoile tout sur cet accessoire très prisé. Restez donc avec nous. Et puis, à la recherche de solutions pour son réfrigérateur constamment défectueux, Rebecca, aujourd'hui, est allée tester pour nous le métier du froid. Rebecca, en mode frigoriste, c'est tout à l'heure. Mais avant tout ceci, on installe Hermone Amengan avec son invité. C'est bien sûr dans Art Déco. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Heureuse aussi de te voir ce vendredi. Le plaisir est donc partagé. Alors, on parle aujourd'hui récup et art. Oui, récup et art, récupération donc dans l'art. Alors Mylène, tu sais, l'environnement urbain béninois depuis plusieurs décennies déjà s'est encombré de décharges de toutes sortes et donc les déchets de consommation produits par la société sont extirpés de la nature à d'autres fins, à des fins justement artistiques. Tout y passe, de la bouteille, des perles, même des emballages d'exhausteurs de goût, ce que nous appelons souvent cubes. J'en ai déjà vu dans un tableau où l'artiste nous dit que c'est justement pour dire attention, la consommation de ce produit n'est pas forcément très bonne pour la santé. Et donc tout y passe aujourd'hui. Ces artistes font usage absolument de tout. Et aujourd'hui, le sujet nous intéresse du dépotoir à l'art, les objets usés dans une nouvelle vie. Et pour parler de ce sujet, on a sur ce plateau un artiste sculpteur, plasticien, peintre. Son nom, Maoussi Arodotor. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Herman, et bonjour. Bonjour à vous. Ouais. Tout le plaisir est pour nous. C'est un plaisir de vous avoir sur le rendez-vous de midi. Vraiment, je suis très aussi ravi d'être invité sur ce plateau. Parfait. Alors, dites-nous, comment est né ce courant, on va dire, sculptural ou picturo-sculptural, de la récupération? Oui, déjà, je vais passer un peu plus tôt. J'ai commencé tôt par la peinture. Et moi aussi, je me présente tout simplement moi aussi. Mon nom d'artiste, c'est un surnom que papa me l'a donné et puis ça marche bien. Et je l'ai pris comme le nom d'artiste. Mais en parlant de la récupération, c'est venu pour moi en 2008. Et en 2008, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été jetés dans la rue et que ces objets, en réalité, ils n'ont pas du tout de secours. Déjà qui revient un peu à moi, parce que moi aussi, un enfant de rue. J'ai connu la rue très tôt parce que j'ai perdu mon père très tôt. Et puis tout ça, c'était de tout ça, je m'inspire aujourd'hui pour pouvoir parler de mon art. Alors, on va justement revenir à vous dans un instant. Le temps de suivre cet élément de Stanislas Lingpon qui, justement, on va dire quoi, nous dresse le lit pour ce sujet. Des sculptures constituées à plus de 70% de pièces usées. Du socle au bois de taille, tout a été récupéré dans la nature. Depuis plus de 20 ans, cet artiste plasticien s'investit dans la transformation des vies perdues en tableaux ou en sculptures. Pour lui, chaque objet abandonné a une histoire. Le seul témoin de cette histoire reste et demeure l'art qui s'exprime par la créativité du plasticien. L'ensemble m'interpelle, l'ensemble me parle. En travaillant, j'ai découvert sur cette pièce récupérée qu'il y a une dame enceinte. Est-ce que vous le constatez, vous? Le ventre est là. La tête est là. Mais chose curieuse, à côté de cette femme, je vois déjà le nouveau-né. C'est difficile à percevoir, mais moi je l'ai vu, il a une bouche ouverte. Si vous voulez voir son géniteur, regardez par ici. Il est là. La tête couronnée, le roi en question, il est là. C'est-à-dire, la nature vous donne l'essentiel. Sur cette toile, l'utilisation dominante de jeans usés tranche avec le reste. Mais cette matière reste complice des faits sociaux peints ici, afin de conserver une partie des réalités du présent.
Idem pour ces 3 sculptures entreposées dans cet espace. Dans une vie antérieure, il s'agit de pirogues amorties, devenues aujourd'hui objets d'art par la magie de la sculpture. Les pirogues ont un sens pour nous, c'est fabriqué dans du bois, qui est déjà proche de mon travail de base. Et c'est important pour moi de donner une seconde vie à ces pirogues, des fois, qui sont en fin de vie, pour être proche de notre propre histoire. Et à part les pirogues, il y a aussi d'autres objets qui s'ajoutent. Donc, pour qu'une pièce existe, ça pourrait prendre, dans mon atelier directement, 1 mois. Mais on doit imaginer le travail qui a été fait en amont, qu'on ne calcule plus, qui peut dépasser 6 mois ou 8 mois, voire, pour réussir à faire une grande pièce. Là, nourrit son homme, je suis vivant. Je ne me rappelle pas d'avoir fait un autre travail appelé à l'art depuis environ 30 ans. Faire des objets usés, des œuvres d'art, une passion pour cet artiste. Il s'est assigné la mission de récupérer, après contemplation, des objets qui lui communiquent l'envie de revenir à la vie. Des messages qui, perçus, sont ensuite matérialisés à travers des œuvres d'art. Voilà à l'instant donc Stanislas Lingpong qui nous faisait voyager à travers au cœur de ce sujet avec Dominique Zingpei, son second invité. Alors on revient sur ce plateau pour parler toujours récup dans l'art. C'est quoi la raison qui sous-tend fondamentalement cela? Oui, l'art de la récupération, en réalité, c'est l'art qui est fait pour pouvoir sauver la nature, en réalité. Tout simplement, pour faire court. Donc c'est tout une simplement. raison écologique. C'est ça. On récupère tout ce qui est jeté un peu partout, en quelque sorte. Alors, on va faire un cas pratique. On a juste à côté de vous un objet d'art que vous nous avez ramené sur le plateau. A priori, Mylène, tu devines, ça ressemble à quoi? Ah, rien du tout pour moi. Je ne devine pas. Alors, vous allez brièvement essayer de nous expliquer justement ce que vous avez essayé de matérialiser à travers cette œuvre qui, on le rappelle, l'ensemble, on va dire, constitué d'objets récupérés dans la nature. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Là, devant vous, la pièce qui se trouve devant vous, c'est rien que de la récupération d'abord. Et c'est pour parler de la violence faite contre la nature. Là, vous avez un fusil qui se trouve, mais il y a un porteur en réalité en bas, qui est un humain qui fait participer pour pouvoir, d'une part, détruire la nature. Mais je me dis, moi, ma responsabilité en tant qu'un artiste plasticien, il faut que je vienne à l'ère de la nature. Ce qui me pousse, chaque jour que Dieu fait, d'aller vers la récupération. Voyez? Et là, quand vous voyez, c'est l'âme en réalité. Et si l'inventeur de l'âme va nous dire la vérité, il va nous dire c'est pour se protéger. Mais pour moi, l'artiste, ça n'a jamais protégé qui que ce soit, en réalité. Parce que si tu prends l'âme, tu tires sur quelqu'un, tu es en danger. Celui sur lequel tu as tiré aussi, il est en danger. Donc, je me dis, il faut poser les âmes. Au lieu de tirer, il faut poser et il faut chercher à comprendre. Et tous ces objets que vous voyez en bas, là, c'est des bouts de plastique découpés. Et ce qu'on utilise d'abord chaque jour que Dieu fait les consommations de Coca-Cola, flag et consorts, en plastique surtout. Et après, on les jette dans la rue. Pour moi, on ne devait pas les jeter. On pourrait toutefois les donner une vie. Et que ces plastiques se sentent aussi sauvés. Et au moment où ils se sentent sauvés, c'est-à-dire la nature est sauvée. D'accord. En clair, c'est donc un combat idéologique et une façon aussi de dire halte à la violence, à la violence dans le monde. Mais aussi, à Rodoton, merci d'être passé sur le plateau du rendez-vous de midi. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. On va donc vous laisser à votre art. Alors moi, j'ai une petite question en 10 secondes. Les artistes, souvent, les cheveux, tout ça, ça rentre dans la communication. C'est privé. Vous allez lui donner la réponse dans les coulisses. Parce que je suis sûr qu'il est le seul intéressé par cette question. Et moi, parce que moi, je ne suis pas intéressée. Déjà, c'est un constat que j'ai fait. C'est sûr.
Merci déjà, merci à vous Et aussi. merci. Et le téléphone portable, ton téléphone portable ou tes téléphones portables, tu arrives à t'en passer une journée sans téléphone, une journée méditation, une journée... tu fais quoi? C'est compliqué. Tu n'y arrives pratiquement pas. Pas vraiment, pas vraiment. C'est compliqué. Mais tu essayes quand même. J'essaie, mais j'y arrive pas C'est toujours. mort. Et monsieur Maoussi, vous essayez, vous, une journée sans votre téléphone? Ça va être difficile pour moi. Ça va être difficile. Ouais. Mais c'est pas impossible quand même. Il faut le faire. Avant le téléphone, on existait, on vivait quand Tout même. à fait. Mais déjà, voilà, on est tout le temps avec notre téléphone, vous on savez, l'utilise. Mais Sans le téléphone, je ne serais pas là. ça, c'est vrai, parce que c'est grâce au téléphone qui vous a contacté. C'est vraiment indispensable. On aurait pu envoyer des corbeaux. On ne connaît, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas les cerveaux derrière. Moi, je suis sûre que tu ne maîtrises absolument pas. Donc, Marcel, aujourd'hui, te propose un petit rappel, si tu le savais, dans cet élément. Eureka. Le 3 avril 1973, Martin Cooper, précurseur du téléphone portable, passait avec succès le premier appel avec un appareil cellulaire en présence d'un parterre de journalistes à New York. Mais ce n'est que 10 ans plus tard, en 1983, que le premier prototype fut lancé. Cette innovation aurait nécessité 15 années de recherche et plus de 100 millions de dollars d'investissement. Le téléphone portable serait né de l'association de plusieurs ondes électromagnétiques. Ce premier prototype mesurait 25 cm, sans compter l'antenne pour un poids de 783 grammes. Il s'agissait pourtant à l'époque du plus petit téléphone portable jamais créé. La batterie intégrée proposait une autonomie de 60 minutes en communication, mais nécessite 10 heures de recharge. Cependant, cet instrument a révolutionné le monde en permettant une communication sans fil partout sur le globe. Depuis sa création, il a subi de nombreux changements et aujourd'hui nous assistons à une invasion de smartphones de génération évolutive. Il est de nos jours le moyen de communication le plus utilisé et se vendrait plus que les automobiles et les ordinateurs. Et oui, c'était un petit rappel historique sur la création du téléphone portable signé Marcel Arrossi. Bonjour Marcel. Bonjour Mylène, bonjour, je vais bien, merci et vous? Ça va? Eman, bonjour. Bonjour Marcel. Oui, on est très attaché à Marcel qui sera avec nous Marcel, tout à l'heure. ce n'est qu'un H qui fait la différence. Alors, à la découverte du téléphone portable, le téléphone portable, avant d'être portable, a été quoi? Le téléphone, avant d'être portable, a été fixe. Il ne bougeait pas. Il n'était pas simplement portable. Avec un fil. Il y avait un fil. Bien sûr, oui. Il y avait un fil. Oui, tu l'as eu à la maison, on l'a tous eu à la maison, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas de quelle époque est-ce que vous êtes, Eman et toi. Je ne sais pas vraiment de quelle époque est-ce que vous êtes, mais bon. Tu l'as eu sans fil, le téléphone fixe à la maison? Le téléphone fixe? Oui. Oui. Le fixe? Ça a toujours été avec fil. Oui, ça a toujours été avec fil. Oui, mais tu demandes je me demande si de quelle époque... vous avez connu ça ou bien bien sûr. Quand même. Si, on a connu l'époque là. Et puis, tu disais? Oui, je disais que le téléphone, avant d'être portable, a été fixe, comme son nom le dit. Et, pour appeler, il fallait passer par une cabine téléphonique où on avait peut-être de la chance de l'avoir chez soi, à la maison. Les cabines téléphoniques aussi, vous les avez connues aussi, vous? Mais attends, mais il se prend pour le plus âgé sur le plateau, c'est ça où je rêve? Pas du tout, mais ce n'est pas tout de suite évident que les gens... Oui, c'est vrai que les cabines téléphoniques, ça a disparu au début des années 2000. C'est pas ce que nous avons aujourd'hui là. Non, les cabines téléphoniques... Mais non, mais moi j'ai connu les cabines téléphoniques. Les cabines téléphoniques ont disparu au début des années 2000. Je me rappelais, on allait quand même dans ces cabines téléphoniques. On mettait une pièce je crois, de 100 francs ou je ne sais plus trop. Et lorsque vous mettez ça dedans, vous pouvez faire votre appel dès que c'est terminé, dès que votre temps de communication est terminé, ça se coupe de lui-même. Vous l'avez connu vraiment. Et je le disais des enseignes vertes avant le téléphone portable, avant que le téléphone ne soit portable, pour garder le lien avec ses amis sans portable et sans Facebook que nous avons aujourd'hui, on envoyait des lettres? Non, mais il fallait leur rendre visite.
Ah oui. Sinon, il n'y avait pas de moyen de... Le contact Il y avait le- physique il y avait aussi le était téléphone, très hein, intéressant. Il y avait Donc, les tu as correspondances Mais juste à côté, épistolaires. on se Ce n'était déplace. Oui, juste à côté, on se En déplaçait. Afrique, ce n'était pas possible. Parce que le téléphone portable, même jusqu'à un moment donné, était réservé à des classes relativement plus aisées. Absolument. Mais aujourd'hui, c'est à portée de... Oui, et on a commencé tout le monde. avec quand le téléphone portable au Bénin? Depuis les années 80, ailleurs. Le Mais premier au Bénin, téléphone. ici au Bénin, ça a commencé au début des années 2000, de l'an 2000. Tu te rappelles du premier téléphone, toi? Le premier téléphone, je ne sais pas si ça a été le premier, une chose est sûre. Le premier premier que tu as que tu as- eu, que que tu tu as as Pas touché que au moins j'ai eu, une mais fois. que j'ai vu, c'était ma maman qui Ah, il l'avait a utilisé. C'était un téléphone avec antenne. Et pour pouvoir le charger, il y avait un dispositif où il fallait l'implanter dedans. Ça faisait un petit bruit. Poum. Et super cher, je suppose. Quand vous Ah oui, faites une super petite cher à l'époque, comparaison entre ce que nous avions comme le tout premier téléphone portable que nous avons eu tout à l'heure ça à l'écran, quand vous faites la comparaison de ces caractéristiques avec ce que nous portons aujourd'hui, vous voyez la différence. Avant, ça pesait jusqu'à un peu moins de 1 kg, le téléphone portable, pas le fixe. Le téléphone portable pesait jusqu'à moins d'1 kg. On ne pouvait même pas faire tout Et ce la qu'on fait longueur, aujourd'hui c'était avec. 25 cm. Vous imaginez, 25 cm. Et on le portait. Et aujourd'hui, tu vois tout ce qu'on fait avec un téléphone portable. On a Internet, on a les réseaux sociaux, on envoie des messages, on se fait des selfies qu'on envoie de temps en temps. Alors que Avant, à c'était cette impossible. époque, quand vous faites une nouvelle rencontre et que vous avez envie d'enregistrer le numéro, c'est que vous avez Alors, soit du papier, vous avez du stylo, ou encore vous disposez de votre mémoire pour retenir le numéro. Dis-moi, les téléphones immobiles, c'est toujours disponible, c'est toujours d'actualité? Oui, il y en a toujours. Les téléphones fixes, il y en a toujours. Juste qu'ils ne sont plus utilisés On ne comme... l'utilise plus comme avant. Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais dans des bureaux, quand vous allez aujourd'hui dans l'administration, vous avez le téléphone fixe. C'est toujours Il y a pratique. certaines personnes qui le disposent encore à domicile. Ok. Merci à toi, Monsieur Eureka. Un médiateur pour la République au service des citoyens, que fait-il? Comment le saisir? Est-il vraiment nécessaire? Bruno Swali nous éclaire. Bruno Swali, bonjour. Bonjour à vous, Mylène. Bonjour, Marcel. Je salue tous les téléspectateurs. Bruno, bonjour. C'est quoi ce sourire? Non, j'étais dans les coulisses. J'ai un peu appris sur le téléphone portable. Ah bon? C'est bien. Tu t'es retrouvé, tu Oui. es satisfait? Celui que vous avez touché pour la première fois, c'était en quelle année? En 2004, exactement. 2004. Et vous Wow. aviez quel âge en ce temps? Non, c'est pas important. Non, c'est important, ça, vraiment, c'est pas c'est important. important, c'est Ça, vraiment, important c'est pour pas moi. important, mais ça me surprend qu'ils me disent 2004. Si, 2004. Vous En quoi ça vous vous surprend? vous allez- Mon premier téléphone, je l'ai en 2004. Il n'y a pas de Mylène, par honte à le dire. Mylène, par exemple, ce serait peut-être 10 ans plus tard. D'accord, c'est sans commentaire. Juste, je vais te récupérer à Après la fin l'émission. de l'émission. On parle du médiateur de la République. Oui, on dans parle Autant Savoir. du médiateur de la République, c'est important. Vous avez peut-être à des moments donnés besoin d'un médiateur dans votre vie, je ne sais pas, privé ou pour peut-être régler des affaires données. Je ne vais pas aller beaucoup dans les détails, mais il y en a Est-ce un. que c'est de cette médiation qu'il s'agit? Non, justement, il y en a un qui est pour la République. Donc, ce n'est pas pour des affaires personnelles, vous comprenez, ou privées, mais c'est pour la République. La République, c'est qui? La République, c'est toi, c'est moi, c'est le Béninois lambda, c'est le gouvernement, c'est l'État. Donc c'est tu tout le monde. bénéficies de ces services aussi? Oui, forcément. Allez, donc il faut dire, Mylène, que si le Bénin tenait déjà le 21 août 2006 son premier médiateur de la République en la personne du professeur Albert Thévo Edjira, il faudra attendre, je dirais, le 11 août 2009 pour voir la promulgation donc, par le président de la République de la loi numéro 2009-22 du 11 août 2009 portant institution du médiateur de la République. Et dans cette loi, l'article 1er avait déjà planté le décor en disant qu'il est institué en République du Bénin un organe intercesseur important, donc gracieux, entre l'administration publique et les administrés dénommés médiateurs de la République. On va rapidement faire un tour à la régie sur cet élément pour savoir quels sont véritablement les statuts de cet organe et bien entendu également
quelques-uns de ces attributs. Voilà, de ces attributs, et on revient parler de ses compétences. L'article 1 du décret numéro 2004-299 du 20 mai 2004 définit le médiateur de la République comme un organe intercesseur gracieux entre l'administration et les usagers de la fonction publique. Autorité indépendante, le médiateur de la République constitue, selon les initiateurs, une solution originale pour la résolution des conflits qui opposent les citoyens aux services publics. Les forces socio-professionnelles au gouvernement, pour peu que la résolution de ces conflits, aucune juridiction ne se révèle compétente. Albert Thévroy-Dray a été nommé le 28 juillet 2006. Au terme des dispositions de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014, le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante nommée par décret en Conseil des ministres. C'est un organe intercesseur gracieux entre l'administration et les administrés. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité administrative, politique et judiciaire. Le médiateur de la République présente au président de la République un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Attribution au terme des dispositions des articles 8 et 9 de la loi 2009-22 du 3 janvier 2014 l'instituant. Le médiateur de la République a 5 grandes attributions que sont la réception et le traitement des recours des administrés relatifs au fonctionnement de l'administration centrale, des collectivités décentralisées et des établissements publics. Le médiateur de la République suggère au chef de l'État des propositions tendant au fonctionnement normal et à l'efficience des services publics. Il participe à l'initiative du chef de l'État, du gouvernement ou des membres de toute autre institution de la République, toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et professionnelles, et s'implique sur l'initiative du chef de l'État des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional ou international. Le médiateur contribue aussi de façon générale à l'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance administrative. L'actuel médiateur de la République est Joseph Ignon-Lofon. Oui, donc c'est lui qui est aux commandes actuellement de cet organe depuis 2013. Voilà. Très exactement. Alors, quelles sont ses compétences exactement? Oui, les compétences. Le médiateur de la République est compétent pour traiter les griefs opposant l'administré à l'administration. L'élément l'a dit, l'administration publique. Donc, on peut formuler un recours lorsque vous êtes un administré et que vous avez un problème, vous êtes une personne physique ou morale, vous avez un problème vis-à-vis de l'administration. Vous pouvez saisir le médiateur de la République. Mais on ne saisit pas le médiateur de la République de façon privée parce que c'est un médiateur de la République. Tout ce qu'il fait doit être à la lumière, vu de tous, connu de tous. Donc, et comment faire là? Si vous le saisissez de façon privée, vous n'aurez pas de suite. Vous n'aurez pas de suite. Vous aurez une suite, mais cette suite ne sera pas une suite dans le style de résolution de votre situation, mais le médiateur de la République va vous réorienter à emprunter le chemin normal pour pouvoir le faire. Alors, il faut aussi dire que l'intervention du médiateur de la République requiert l'existence d'un différend ou d'un grief avec l'administration. Donc, il faut entendre ici par grief un problème concret. C'est important. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter avec une situation qui n'est pas véritablement concrète. Il faut que le problème soit vraiment fondé et concret en tant que personne physique ou morale dans les rapports que vous avez avec un organisme investi d'une mission de service public. Donc, et il y a quelque chose qui ne relève pas des compétences du médiateur de la République dont il faut parler rapidement. Les différends qui peuvent s'élever entre les personnes physiques et morales privées, ça ne concerne pas le médiateur de la République. Donc ça, il faut le dire parce que sinon après, les gens vont croire que bon, on peut, si j'ai un problème avec ce n'est pas Mylène, les gens. Marcel croit déjà ça. Donc, si j'ai un problème avec Mylène, c'est que je peux saisir le médiateur de la République. Ce n'est pas vraiment son affaire. Les différends aussi qui peuvent s'élever. Voilà. Mais est-ce que vous, par exemple, vous avez une idée d'un dossier que le médiateur de la République a géré dans votre pays? Oui, il a exemple de dossier? Oui, il a géré plusieurs dossiers. Par exemple, lorsque vous prenez même les joutes électorales, lorsque les joutes électorales approchent, le médiateur joue un grand rôle, par exemple, dans l'appel à
à la conscience, l'appel à l'union nationale et tout ça. Il apaise toutes les couches de la société, que ce soit mouvance, opposition, les autres institutions de la République qui sont impliquées dans la tenue, l'organisation d'un scrutin. Le médiateur de la République fait le tour et essaie de coordonner les choses sans être forcément le principal organe qui organise les Est-ce que vous ne pensez pas que son rapport qu'il présente chaque année au président de la République, comme l'a dit l'élément témoin, est-ce que vous ne pensez pas que ce rapport devrait être publié et que en tout cas tous les membres de la République puissent en avoir connaissance? Oui, parce que vous avez dit, il est là. C'est pas parce que ça ne parvient pas à vous et moi que ce n'est pas publié. Bruno, tu sais ce qu'on va faire? On va initier une séance extraordinaire pour que tu puisses expliquer davantage à Marcel. Il est très intéressé et il n'est pas satisfait en quelque sorte. Parce que ne vous en doutez pas, il y en a certainement qui n'ont aucune connaissance de cette institution. Oui. Donc on va revenir là-dessus. Mais pourtant, elle est ouverte, elle est là à Porte-Novo, elle est ouverte, hein, elle fait pratiquement face à l'Assemblée. Parce que c'est une institution aussi, me trompe. On va dire un organe. Dans les textes, c'est beaucoup plus défini comme un organe. Un organe, oui. D'accord. Okay. Merci Bruno, moi je suis satisfaite déjà, c'est bon. Alors toutes les dames aiment les guipures, nous adorons. Les guipures, elles apportent cette petite touche chic et vintage que nous aimons si tant. Origine et nouvelle tendance avec Marcel dans Mode. Marcel, bonjour. Mylène. Non, c'est bon. Faut pas faire comme moi. Ne vole pas. C'est pas du copier-coller. T'as aussi un peu d'originalité dans ce que tu fais. Mais je voulais faire comme toi. Tu sais, j'aime faire comme toi. On n'imite pas. Oh là, et tu as remarqué, j'ai eu du mal à prononcer Marcel. Oui, j'ai vu que j'étais dans ta mémoire, comme on le dit, dans ta tête. C'est quand on aime trop quelqu'un, c'est comme ça se manifeste. Tu m'aimes beaucoup. Ah, je t'adore. Mylène, c'est pas parce qu'il y a quelque chose derrière. Une jeune dame bien habillée, bien jolie et qui brille de mille feux. Merci, merci madame, merci. Je rentre avec vous ou je rentre juste avec votre robe? Juste avec la robe. Et je vous laisse ici. En tout cas, moi je prends ce qui va rester là, je prends. Tu prends la dame. Et moi je garde le style. Chacun prend ce qui l'intéresse. Ah. Donc on parle des guipures, de l'origine, des tendances. Tu es déjà en guipure. La dame est en guipure si je ne me trompe pas. Bien sûr. Donc... nous allons faire une immersion, comme on le dit, dans le monde des guipures et voir tout ce qu'il y a autour de cette nouvelle tendance qu'on retrouve chez les dames aujourd'hui. Comment porter les guipures, où aller avec les guipures? Ces réponses, nous les aurons sur ce plateau avec notre cher invité que je garde au chaud, tout simplement. On va suivre l'élément et on revient. Présentée sous forme de dentelle, de fil ou de soie, sans fond dont les motifs sont reliés par des barres ou des tresses, la guipure est confondue à la dentelle ordinaire de par ses vides et ses pleins. C'est en réalité une broderie sans support. Elle tient son aura avec les traditionnelles guipures d'Irlande qui, hélas, n'existent plus ou presque plus. La production de guipures a été reprise par les brodeurs qui sont les seuls à encore pouvoir leur donner vie. Nous avions plusieurs types de guipures. Les guipures unies, les guipures peint-main, les guipures métallisées et les guipures brodées. Faites à base de coton, de rayon ou de soie, les guipures sont généralement plus lourdes que les dentelles. On utilise les guipures dans la création de plusieurs tenues traditionnelles comme modernes. Elles sont aujourd'hui un accessoire incontournable dans la mode africaine. Et voilà, donc, vous avez vu autant d'images, de belles tenues, toutes confectionnées à base de guipures. Il y a différentes sortes de guipures. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons sur ce plateau Madame Yasmine Ibikunle. Bonjour.
Bonjour, Madame Marchel. Comment allez-vous? Bien, bien, merci. Je vois que Mylène a déjà planté le décor avec votre bien planté en plus. Très belle tenue, voilà. Merci d'être là. Merci, c'est moi. Alors, nous allons parler des guipures. C'est la mode et nous, les femmes, nous nous intéressons beaucoup plus au tissu guipure aujourd'hui. Mais combien de types de guipures est-ce que nous avons? Aujourd'hui, nous avons plusieurs types de guipures. Nous avons la guipure en coton, nous avons la dentelle comme ce que vous avez mis. Nous avons aussi des guipures en lace comme ceci, comme ce que j'ai mis. En lace, en voile, oui, comme ce que j'ai mis. D'accord, voilà. Donc toutes ces guipures-là ont la même texture ou bien ça dépend de la qualité de la guipure? Ça dépend de la qualité de la guipure. D'accord. Oui. Et ça, par exemple, comparé à votre guipure, est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus lourde ou plus légère? Voilà. Ça, c'est plus léger que la mienne. D'accord, ok. Et le coût va avec, n'est-ce pas? Oui, le coût va avec. Oui. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, on aime bien porter la guipure, on aime sortir avec des tenues faites en guipure, mais où est-ce qu'on peut se rendre avec justement cette tenue-là? À quelle occasion peut-on porter cette tenue? Aujourd'hui, on peut le porter un peu partout. Oui. Même au travail. N'importe où? Oui, bien n'importe où. On vient au boulot en guipure? Oui, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Telle qu'elle est comme ça, elle peut aller au boulot avec. Un vendredi? Bien sûr, un vendredi, n'importe quand. On adopte la tendance? N'importe quand. En guipure, bien habillée, avec un foulard comme ça, un foulard bien noué. D'accord. Elle peut aller au boulot avec, même au marché, partout. Ok. Et pour cette appréhension qu'on a des tissus guipure, où ça coûte cher, est-ce que c'est toujours pareil? Non, non. Aujourd'hui, vous pouvez, sur le marché, vous pouvez trouver les guipures à partir de 2500 le yard. Ah bon? Bien sûr, à partir de qualité? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Bien sûr, à partir de 2500 le yard. Et est-ce que c'est disponible, comme on le dit? Parce que bon, quand je suis par exemple d'une certaine catégorie, d'une certaine classe et que je voudrais porter des guipures, où est-ce que je peux... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver les guipures là partout? Un peu partout. Un peu partout, oui. Au marché, dans les boutiques en ville, pourquoi pas. D'accord, ok. Alors, Mylène? Ça se fabrique au Bénin? Non, non. Ah. Et pourquoi est-ce qu'on a... Bon, pour avoir discuté avec d'autres personnes dans les coulisses, on dit souvent que les guipures sont collées à la tradition Yoruba, c'est-à-dire beaucoup plus les femmes du Nigeria. Mais oui. Pourquoi cette tendance-là? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire retour à nos cultures parce qu'entre-temps, les guipures, les laces faisaient partie de nos traditions. Moi, je suis Yoruba. Et j'ai hérité de ça. Okay. C'est quelque chose que j'ai connu, c'est une passion. C'est ce que je vends et c'est ce que je fais. Habiller les dames comme ça avec des guipures, des foulards, voilà. Ça, c'est moi, c'est ma passion. Et quand vous êtes dans le métier, vous avez l'impression que c'est bien adopté et que les femmes l'aiment plus? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, là, je me retrouve parce que quand une femme vient vers moi à la boutique pour me dire « Madame, j'ai une manifestation dans quelques jours, je vais être bien habillée. » Là, franchement, je suis contente et je fais mes propositions. Et c'est pour ça que je suis aussi reconnue pour ça, par mes qualités. Quand tu dis Maëf Bayas aujourd'hui, bon, voilà, on te dit directement, tu vas vers elle, c'est pour avoir de beaux tissus, des dentelles, des guipures. Alors, pour porter les guipures, est-ce qu'il faut tenir compte de la couleur de sa peau ou est-ce qu'il faut... Comment ça se porte de façon générale? En fonction du goût. Moi, j'aime le rose. Je choisis rien que des guipures roses. Non, en fonction du goût. En fonction du goût. En fonction du goût. Mais tu peux voir un tissu comme ça, tu prends une guipure comme ça, une couleur un peu sombre, tu dis, ça ne peut pas m'aller. Mais c'est après la couture, tu mets ça. Tu te rends compte que c'est vraiment waouh. Merci beaucoup quand même à vous, Madame Yasmine. On a voulu faire irruption dans le monde des guipures et on est tombé sur vous. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. En tout cas, nous, on aime bien porter guipure. J'ai porté guipure, vous avez porté guipure. Mylène va essayer de porter guipure. Voilà. Merci à vous. Merci à toi, Marchel. Merci. Et on a tous un réfrigérateur dans nos maisons et nous, femmes, nous maîtrisons mieux le sujet
ça Surtout pour dépanne le à poisson. la cuisine. Oui, pour le ça poisson. dépanne, n'est-ce pas? Ça vous dépanne un réfrigérateur chez Bien vous, sûr, bien à la sûr, maison. bien sûr. Maintenant, l'entretien pose un véritable problème, des petits soucis, par-ci, par-là. Généralement, on va vers le frigoriste. Sans oublier si vous avez des cafards. On va généralement vers le frigoriste pour trouver solution à notre problème. Rebecca, ce midi, nous apprend qu'on peut le faire chez soi, à la maison. Oui, elle se prête donc au jeu. Rebecca, dans la peau d'un frigoriste, c'est danger testé pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, le week-end passé, j'ai eu un souci avec mon réfrigérateur. Il s'est arrêté, il ne travaillait pas. Tout de suite, j'ai paniqué. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le frigoriste. Et là, il s'est avéré que c'était juste une petite panne liée au moteur et que cette panne-là, je pouvais même la régler moi-même à la maison. Mais j'ai paniqué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un spécialiste du froid, d'un technicien du froid, pour apprendre un peu plus sur les réfrigérateurs. Comment détecter une panne lorsque notre réfrigérateur a un souci? Et qu'est-ce qu'il faut savoir quand on veut apprendre ce métier de frigoriste? Et pour en parler, je suis avec deux techniciens du froid. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et vous êtes avec votre assistant, Émile. Bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, je suis là pour en savoir un peu plus. Déjà, quand on entend frigoriste, c'est quoi un frigoriste? Le frigoriste, ça vient de notre froid. Parce que notre travail ici, on appelle ça le froid. Pour apprendre, tu vas dire que je vais aller apprendre, je vais aller partir prendre un froid. Parce que le froid est déterminé de trois choses. Le froid, ça veut dire, il y a les frigoristes, il y a les frigoristes qui font le frigo seul. Il y a les frigoristes qui font les voitures seules. Il y a les frigoristes qui font la chambre seule. Maintenant, c'est pour ça, tout pour déterminer tout, c'est pour ça qu'on appelle ça le froid. Pour nous appeler, ceux qui font ça, c'est pour ça qu'on appelle le frigoriste. Le frigoriste, ça ne veut dire pas que c'est ce qui fait seulement le froid qu'on appelle le frigoriste. Le frigoriste, ça vient du mot froid. C'est pour cela. Alors, quand je viens une première fois et que je vais apprendre ce métier, qu'est-ce que je dois savoir? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons uniquement du réfrigérateur. Quand je viens pour apprendre un métier, le métier de frigoriste, qu'est-ce que je dois savoir? La première des choses, vous allez commencer par apprendre comment tester le courant d'abord. C'est par là qu'on doit commencer par savoir. Pour venir à l'apprentissage, si vous allez venir avec une pince, tournevis par cœur, en plus un testeur. On commence par là. Quand il teste et il voit que le courant est dedans, donc c'est le frigo qui a un petit souci. Maintenant, comment utiliser le contrôleur? Le contrôleur, parce que pour utiliser le contrôleur, tu prends ton contrôleur, tu allumes. C'est éteint maintenant, tu allumes. Quand tu allumes, tu balances ça là sur 750 voltages. Voilà. Et quand tu mets ça par terre comme ça, tu mets les deux fiches dans les deux trous, tu l'arranges comme ça. Quand tu mets ça dedans, ça va te faire montrer combien de courant il y a dans la maison. Voilà le moteur. Sur le moteur, il y a un petit appareil qu'on appelle relais, c'est ça. Voilà. Quand il enlève ce petit relais, il voit si les branchements sont bien branchés. Si les branchements sont bien branchés, il remet le relais à sa place. Quand il remet le relais à sa place, il prend son testeur, le petit testeur, et il met ça sur le moteur comme ça. Et il rebranche le frigo. Pour voir si le courant y est. Et voilà. S'il rebranche le frigo, ça ne démarre pas.
si c'est le moteur qui est grillé, le test là, ça va s'allumer. Les clients sont de plus en plus méfiants envers les frigoristes. Pourquoi? Parce que certains frigoristes viennent chez vous, disent en même temps c'est le moteur qui a un souci. Et là le client panique, ah, comment le moteur que j'ai acheté il y a de cela quelques jours, comment c'est un frigo neuf et tout. Dites-nous, en tant que client, quel outil j'ai pour être sûr que le frigoriste me dit la vérité concernant le moteur? Avant que le frigoriste va te dire que le moteur est grillé, il y a 3 sortes de types. Premièrement, quand le frigoriste est venu pour tester le frigo, quand il met son petit testeur sur le frigo, si c'est grillé, ça va s'allumer. C'est la première part de ça. La deuxième part, si le moteur est vraiment grillé comme il grille, quand vous-même vous branchez le réfrigérateur, votre compteur, ça va sauter. Si le compteur ne saute pas, le disjoncteur qui allume cette prise-là, cette disjoncteur-là, ça va sauter. Donc ça veut dire que le moteur l'a fait griller. La troisième type, le moteur, ça peut marcher, ça peut démarrer, mais ça ne doit pas avoir de pompe. Quand il branche, le moteur doit prendre comme ça. Si le moteur prend, il va mettre sa main ici. Et pomper, voir si le moteur a de force. Si le moteur n'a pas cette force-là, ça veut dire que le moteur là, s'est dépompé. Oui, c'est pour voir. Regarde. Depuis la tête. Ça a de force. Si ça n'a pas de force, c'est dépompé. Quand vous mettez votre main comme ça, là, ça ne peut pas être comme ça. Tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est sur un frigo. Est-ce que sur les congélateurs, c'est les mêmes démonstrations? C'est les mêmes démonstrations. Vous avez entendu le spécialiste en parler. Désormais, vous êtes aguerri pour savoir quelle démonstration faire quand votre réfrigérateur a un souci. Et quand bien même vous faites appel à votre frigoriste, vous pouvez suivre les démonstrations avec lui pour savoir si votre moteur a un souci ou bien quelle est la panne réelle de votre frigo ou de votre congélateur. Voilà, ce sera tout. Merci, à bientôt. Hey, Rebecca a testé quelque chose pour nous ce midi. Aujourd'hui seulement, là. Déjà, on te dit merci, Rebecca. Et puis, à la maison, on va voir si on peut le faire. Déjà, moi, je vais voir si je peux le faire à la maison. Ma réponse, vous la connaissez déjà. Oui, parce que tu as peur du courant, toi. C'est déjà trop compliqué pour toi. Tu ne peux même pas essayer. Non. Même pas en Je préfère essayer ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Et vous, madame, je peux pas essayer. Vous pouvez le faire? Je peux pas. Mais tout au moins un peu détecter si votre... pour tester peut-être... Il faut suivre une formation pour ça. Ouais. Mais tout au moins détecter si votre réfrigérateur a vraiment un problème ou les frigoristes qui nous grugent de temps en temps, tout au moins là, on peut savoir si le frigoriste dit vrai ou pas. Oui, pourquoi pas. Oui, ça on peut le faire. Mais le reste, je préfère tester. Nous, on a trop peur du courant, donc nous, on t'encourage déjà, on te dit quoi, félicitations, merci à toi pour, pour tout ça. Franchement, du courage. Du courage. Alors, on parle immobilier avec la société Bioservice SA qui nous propose des offres assez alléchantes. Monsieur Eugène Legba, bonjour. Bonjour Mylène. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis content à merveille. Tu as un souci, Marcel? Non, pas du tout. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est immobilier et tu adores tout ce qui est immobilier, donc tu restes avec nous. Oui. Et tu lui fais face, tu le suis attentivement. Voilà, comme un élève. Monsieur Legba, vous nous présentez votre structure, Bioservice SA. Oui, merci beaucoup Mylène. Et je salue tous les téléspectateurs. Et Bioservice SA, c'est une société anonyme avec conseil d'administration au capital social de 50 millions. Régulièrement installé en République du Bénin. Nous sommes une structure spécialisée dans l'immobilier et le foncier au Bénin. Et depuis près d'une dizaine d'années, bien sûr, nous avons eu une aventure immobilière avec les concitoyens en République du Bénin. Donc si vous avez d'acheter une parcelle en République du Bénin, vous avez envie de vendre aussi une parcelle, venez vers nous, nous allons vous aider à avoir la parcelle qu'il faut et à vendre aussi à votre parcelle, votre bien immobilier, bien sûr. Vous avez des immeubles en construction, des immeubles en location. Vous avez besoin d'une société de prestations pour vous aider à recouvrer à bonne date votre loyer. Je pense que la structure mieux indiquée aujourd'hui au Bénin, c'est Bioservice SA. Nous allons vous aider à rentrer en possession
à bonne date de vos loyers. Ce n'est pas fini. Nous sommes également dans les bâtiments et travaux publics. Vous pouvez passer, commander le plan de construction de votre maison. Nous pouvons vous aider, après la réalisation du plan, faire le suivi de votre chantier et réaliser même le bâtiment. C'est-à-dire quoi? Vous venez avec la parcelle, vous avez déjà passé, vous achetez avec nous, vous avez envie de construire, nous faisons les propositions de plan, le suivi de chantier jusqu'à la réalisation. Nous aidons bien évidemment dans les formalités de titre de propriété. Beaucoup sont ces concitoyens aujourd'hui qui ont des parcelles ou qui l'ont acheté, et je le dis très souvent, acheter la parcelle, ce n'est pas ça le problème, mais c'est d'avoir une parcelle sécurisée, c'est à travers les papiers, les formalités qu'il faut, les formalités administratives et juridiques bien sûr. Donc nous aidons, même si vous n'achetez avec nous, vous avez des difficultés pour l'accomplissement de ces formalités, vous venez, nous avons notre service pour vous aider à avoir ces papiers. Vous êtes actuellement en promotion, vous avez pensé à nos mères. Nous allons en parler, mais juste après ce spot. Le service Benessa célèbre nos mamans. Bonne fête maman! Pour elles, voici des réductions de 5 à 10% sur tout achat de parcelles du 11 mai au 27 juin 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Pour elles, en plus de la réduction, repartez avec des cadeaux additionnels, téléphone portable, wax Hollande et Vlisco, tissu Woodin, des bons d'achat dans des supermarchés et dites avec beaucoup d'amour, bonne fête maman! Pour elles, avec Bio Service Benessa, voici la meilleure façon de célébrer nos mamans. Bio Service Benessa est à Cotonou, Porto Novo, Boïcon et Paracou. Contact plus 229 60 20 44 93 61 61 23 89. Bio Service Benessa, l'immobilier en toute sécurité. Bonne fête maman! Monsieur Legba, quels sont les produits en promotion? Oui, comme l'a dit le film publicitaire d'ailleurs, je vais dire, et nous avons pensé, le contexte d'administration de Bio Service Benessa a pensé à toucher de façon spéciale à la fête des mères. Et c'est déjà dimanche et nous avons lancé une promotion à cet effet et c'est du 11 mai jusqu'au 27 juin prochain, et quelques 2 semaines avant la fête, et c'est toujours bien de venir avant cette fête pour pouvoir honorer sa maman. Et nous avons dit, tous ceux qui vont passer pour acheter une parcelle, et non seulement les prix sont baissés, mais nous accordons une réduction de 5%, à 5 à 10% bien sûr, selon la parcelle que vous achetez pour chez Bio Service Benessa. Et ce n'est pas fini, nous vous accompagnons avec des bons de supermarché, nous vous accompagnons avec des pains Vlisco et Wooding, nous vous accompagnons avec des portables, c'est au choix bien sûr, pour que vous souhaitez bonne fête à votre maman, à votre grand-sœur ou n'importe quelle femme. Et bien sûr, c'est comme ça nous organisons la promotion. Et nous avons mis des parcelles un peu partout sur tous les territoires. Je le dis bien sûr, toutes les parcelles que nous vendons des parcelles qui nous appartiennent. Et ça, je le dis, nous ne faisons pas des intermédiations où nous prenons les parcelles des gens pour venir publier à la télé, la radio pour la vente. Mais c'est des parcelles qui nous appartiennent. Les documents sont disponibles auprès d'un cabinet de notaire et vous achetez en toute quiétude. Le notaire se charge de l'établissement de vos titres de propriété de façon authentique. Ces parcelles sont un peu partout sur l'étendue du territoire. Je ne vais pas me mettre à citer maintenant, mais c'est de Cotonou jusqu'à Paracou. À Cotonou, à Paou, Zé, et Glodigbe, et Miserete, Dangbo. Et dans le zoo également à Boïcon, à Bomé et Zobodome, dans Zakota, et dans Dassa, des parcelles également dans Dassa, et dans Djidja, et même dans le nord, des parcelles. Et je vous le dis, la promotion a démarré. Ça a démarré depuis le 11 mai. Et ça prend rigoureusement fin le 27 juin. Le 27 juin, oui. Voilà, donc, et à Bio Service Benessa, ça a déjà parlé de 200 000. Vous avez des parcelles bien situées et là où vous voulez, en toute quiétude. C'est un peu ça ce que nous faisons pour la promotion. Vos contacts, on vous contacte au oui, WhatsApp. Bio Service Benessa, la direction générale c'est à Cotonou, à Ibatin. Vous quittez Carrefour à Tcharagon pour Bédégbé. Et soyez en train de regarder à votre gauche. Vous êtes juste après la pharmacie Don de Dieu. L'immeuble de Bio Service Benessa est là, en face des pavés. À Porto Novo, nous sommes au Carrefour Vacon. Je suis sur l'immeuble abritant MTN qui fait face à l'avant qui mène vers la prison civile de Miserete. À Boycon, nous sommes dans l'avant de Radio Carrefour. Et à Paracou, nous sommes à Albarica, au bord du goudron, non loin de la gare routière. Contact, c'est le 61 23 89, 61 23 89 ou le 60 20 44 93. 60 20 44 93. Appel comme WhatsApp. Ils peuvent se rendre également sur notre site web et le www.bioservicebenin.com.
www.bioservicebenin.com. Ils vont trouver tout sur Bioservice et tout ce que nous faisons et les biens en promotion également. Merci à vous. Merci beaucoup. Marcel, intéressé? Oui, c'est sûr. Je vais juste dire, inscrivez-moi sur la liste des prochains clients. Bioservice a pensé à nos mamans. Elles nous ont donné la vie. On doit penser à elles, évidemment. Nous disons déjà bonne fête à nos mamans, nos mamans communes et à toutes nos mamans. Il faut célébrer nos mamans. Oui, c'est une grande responsabilité d'être une maman. Oui, vraiment. Et on leur envoie plein de bisous. Bisous comme ça. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce vendredi. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi prochain. N'oubliez pas les gestes barrières, vos masques, le gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Exactement. Et quoi d'autre? Tousser ou éternuer dans votre... Respecter la distanciation, c'est-à-dire 1 mètre minimum. Et oui, et là, on suivi en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous, bisous.